Bonjour, je suis Hélène Kozakzik, avocate en droit des victimes et en réparation du préjudice corporel à Caen, et je vais vous parler de l'indemnisation des victimes de violences conjugales. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord vous préciser la distinction entre le droit pénal et le droit civil. Le droit pénal est celui qui a vocation à punir une personne parce qu'elle a commis une infraction, parce qu'elle n'a pas respecté les règles que nous nous sommes fixées pour vivre ensemble, pour garantir la paix sociale. C'est donc le procureur de la République, représentant les intérêts de la société, qui va demander à un tribunal de condamner une personne pour ses manquements. La victime a, dans le procès pénal, un rôle assez marginal. Elle est satellite à la procédure. Cette procédure la concerne et elle y est partie, mais ce n'est pas son procès. C'est le procès de la société contre l'auteur. À côté de la condamnation de l'auteur, va se poser la question de l'indemnisation des préjudices de cette victime. L'indemnisation, c'est du droit civil. C'est du droit entre particuliers qui estiment que le comportement fautif de l'un a eu des conséquences dommageables pour l'autre, qui demande donc l'indemnisation de son préjudice par l'allocation de dommages-intérêts. Envisager l'indemnisation de la victime suppose de répondre aux questions suivantes. Qui indemnise la victime? Quand la victime est-elle indemnisée? Comment est déterminé le montant alloué à la victime? C'est ce que nous allons tenter de faire maintenant. Qui indemnise la victime? Théoriquement, c'est l'auteur, l'agresseur, qui est tenu de réparer le préjudice qu'il a causé et d'indemniser la victime. Dans certaines hypothèses que nous allons voir juste après, la victime a intérêt à solliciter son indemnisation auprès de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la CIVI, par le Fonds de garantie des victimes des actes de terroristes et autres infractions, le FGTI. Pour que cette commission soit compétente, il faudra justifier de plusieurs éléments. Tout d'abord, d'éléments tenant à l'infraction. Il faudra rapporter la preuve de la matérialité d'une infraction. En revanche, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une condamnation pénale préalable. Pour que la commission d'indemnisation des victimes soit compétente, il faudra également remplir des conditions tenant à la gravité des faits. Il faudra que les faits aient entraîné pour la victime son décès, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel supérieure ou égale à 1 mois. Pour certaines infractions, ces critères de gravité sont écartés et la victime pourra être indemnisée par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, quelle que soit la gravité des conséquences. C'est le cas notamment pour les faits de viol, d'agression sexuelle et d'atteinte sexuelle sur mineurs. Il faudra également que la victime justifie être française ou que les faits qu'elle a subis ont été commis sur le territoire français. J'attire votre attention sur les délais pour saisir la CIVI, qui sont des délais très brefs, puisque le délai de forclusion est de 3 ans à compter de la commission de l'infraction. L'expiration de ce délai sera reportée en cas d'exercice de l'action pénale, c'est-à-dire en cas de procès pénal, puisque le délai n'expirera alors qu'1 an après la décision sur l'action publique ou sur intérêt civil. La commission d'indemnisation des victimes d'infraction peut surseoir à statuer, c'est-à-dire mettre le dossier en attente d'une décision pénale, mais elle n'y est pas obligée. Il y a en effet une autonomie entre la décision rendue par la CIVI et la décision qui peut être rendue par une juridiction pénale. Cette procédure devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction a de multiples intérêts. Elle permet de contourner l'éventuelle insolvabilité du responsable. Elle permet également de mettre la victime au centre des débats et des enjeux, puisque l'agresseur n'est pas présent dans cette procédure. Le FGTI exercera son recours contre le responsable pour obtenir le remboursement des sommes payées à la victime. Si la commission d'indemnisation des victimes d'infraction n'est pas compétente, la victime pourra saisir le SARVI, Service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction, pour l'aider dans le recouvrement des indemnités qui lui seront allouées et procéder à une avance assez limitée sur l'indemnisation qui lui est due. Quand la victime va-t-elle pouvoir être indemnisée? Alors, il y a plusieurs possibilités. D'abord, la victime peut être indemnisée par la juridiction pénale, soit à l'audience, soit après renvoi sur intérêt civil. Cela signifie que la juridiction pénale condamne l'agresseur et diffère l'indemnisation qui sera évoquée à une autre date, par exemple parce qu'elle ne dispose pas de tous les éléments utiles pour évaluer le préjudice de la victime.
La victime pourra également être indemnisée par la CIVI, comme nous l'avons vu, avant ou après la condamnation de l'auteur, notamment en présence d'une reconnaissance des faits ou lorsque les faits ne font aucun doute. Il n'est pas nécessaire d'attendre la condamnation de l'auteur pour pouvoir entreprendre le processus indemnitaire devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. La victime pourra également être indemnisée par la juridiction civile, par le tribunal judiciaire, même si en matière d'infraction pénale et notamment de violence conjugale, ce sera beaucoup plus rare. Il faudra alors qu'elle démontre une faute qui sera automatiquement retenue en cas de condamnation pénale. Si les délais sont très courts pour saisir la CIVI, devant la juridiction civile ou devant la juridiction pénale, la prescription est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage, c'est-à-dire à compter de la stabilisation de l'état de santé de la victime. Il s'agit bien sûr là du délai pour obtenir l'indemnisation des préjudices, à ne pas confondre avec le délai de prescription de l'action publique pour obtenir la condamnation de l'auteur par une juridiction pénale. Ce délai est plus court. Comment est déterminée l'indemnisation de la victime? Tout d'abord, il faut différencier l'indemnisation d'un dommage moral et l'indemnisation d'un dommage corporel. Vous avez tous certainement déjà entendu parler de l'indemnisation allouée à la victime pour son préjudice moral. L'expression est en réalité impropre et sans rentrer dans des considérations techniques et sémantiques, je voudrais juste vous exposer l'enjeu. Le dommage moral correspond à une atteinte au sentiment d'affection, à l'honneur, à la vie privée d'une personne. Le dommage corporel, lui, vise les atteintes à l'intégrité physique et ou psychique. L'atteinte à l'intégrité psychique comme physique constitue un dommage corporel. C'est ce qu'a pu rappeler la Cour de cassation dans un arrêt de la Chambre criminelle du 21 octobre 2014, numéro 13-87-669. Le potentiel particulièrement destructeur des violences conjugales doit conduire les professionnels à s'interroger sur les conséquences psychiques au-delà des conséquences physiques. Pourtant, il est encore habituel de réparer le préjudice des victimes de violences conjugales par l'allocation d'une indemnisation unique et forfaitaire au titre d'un soi-disant préjudice moral, sans expertise préalable, surtout quand les blessures physiques sont limitées, quand la victime ne garde pas de séquelles physiques. Or, il faut et il convient toujours de s'interroger sur les conséquences psychiques et veiller à ce que celles-ci soient bien prises en considération pour l'évaluation des dommages de la victime. En particulier, il faudra vérifier si la victime ne conserve pas des séquelles psychiques définitives qui justifieront alors la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction en tant que ces séquelles constituent une incapacité permanente. En définitive, quelle que soit la nature de l'infraction commise, violence physique, morale, sexuelle, et même si les répercussions ou les séquelles ne sont pas physiques, il faut veiller à appliquer l'ensemble des règles sous-tendues par le principe de réparation intégrale, comme pour toute atteinte à l'intégrité physique et ou psychique causée par un tiers. L'appréciation du préjudice va alors être totalement distincte de la gravité de la faute commise par l'agresseur. Il pourra y avoir un lien entre la gravité de la faute et l'importance des conséquences subies par la victime, mais il existe des situations où il n'y a pas de corrélation directe. Une victime a vécu l'enfer et s'en sort indemne ou avec peu de séquelles définitives. Pour une autre, les faits paraissaient d'une gravité moindre, mais vont totalement dévaster la victime ou vont devenir décompenser un état antérieur jusqu'alors totalement asymptomatique. C'est donc la réalité de la victime et elle seule qui devra être prise en considération au stade de l'indemnisation. Le principe de réparation intégrale signifie que la victime va être replacée dans la situation la plus proche de celle dans laquelle elle se trouvait avant les violences. En pratique, cela sera la plupart du temps impossible, mais il sera alloué alors une indemnisation des dommages-intérêts à la victime pour venir compenser toutes les conséquences négatives qui résultent des violences subies. Ce principe de réparation intégrale implique un certain nombre de sous-principes. Tout d'abord, l'appréciation in concreto du préjudice, c'est-à-dire de façon subjective, en individualisant la situation de chaque victime et non de façon forfaitaire ou abstraite. On va tenir compte de la vie de cette victime avant et de la vie de cette victime à la suite des violences. Non seulement pour apprécier les conséquences médicales, mais également pour apprécier les conséquences dans sa vie.
Le deuxième sous-principe résultant du principe de réparation intégrale est l'absence d'obligation pour la victime de minimiser son préjudice dans l'intérêt du responsable. Cela signifie que la victime n'a pas l'obligation de réduire son préjudice en entreprenant quelque démarche qu'il soit dans l'intérêt du responsable. Elle n'est par exemple pas obligée de suivre des soins qui pourraient pourtant améliorer son état de santé. Et l'indemnisation devra prendre alors en considération la situation de la victime telle qu'elle est sans les soins et sans tenir compte de l'éventuelle amélioration qu'elle aurait pu en tirer. Le principe de réparation intégrale implique encore la libre disposition des fonds. La victime pourra disposer des fonds qui lui sont alloués comme elle l'entend. Elle n'aura pas de compte à rendre à qui que ce soit sur l'utilisation qu'elle en fera. Enfin, l'indemnisation va se faire sur la base des besoins et non de la dépense. Cela signifie que l'on tiendra compte des besoins qu'a eu la victime à la suite des violences qu'elle a subies et non des frais qu'elle a réellement exposés. Si certains besoins ont été comblés par des proches, ils seront indemnisés comme si la victime avait fait appel à une aide extérieure rémunérée. Le processus indemnitaire va suivre différentes étapes. Tout d'abord, il faut une reconnaissance du droit à indemnisation qui résultera automatiquement de la condamnation pénale de l'auteur, mais qui pourra justifier que la victime rapporte des éléments de preuve si le procès pénal n'a pas encore eu lieu, par exemple. Le recours à une expertise médicale aux besoins psychiatriques pour évaluer les conséquences médico-légales des violences subies est essentiel dès lors que la victime conserve des séquelles. La victime ne doit pas se rendre seule à l'expertise. Il est important qu'elle soit assistée par un médecin conseil de victime indépendant et diplômé en évaluation du dommage corporel et par son avocat. Il faut également préparer la victime à cet examen pour limiter le risque de survictimisation. Mais l'expertise peut également avoir des vertus. La victime est au centre du procès civil et l'expertise participe à la reconnaissance de son statut de victime, de l'impact des violences dans sa vie. À l'issue de l'expertise, l'état de santé de la victime pourra être consolidé, c'est-à-dire stabilisé, et on pourra alors procéder à l'indemnisation de ses préjudices. Si l'expert constate que l'état n'est pas encore consolidé, la victime pourra obtenir des provisions en attendant la consolidation de son état, et notamment ces provisions pourront peut-être lui permettre de mettre en œuvre des soins que jusqu'alors elle n'avait pas pu pour des raisons financières initiées. À l'occasion de l'expertise puis de la liquidation du préjudice de la victime, on utilisera une nomenclature des postes de préjudice, appelée la nomenclature d'Intiac, qui va permettre d'examiner tous les aspects de la vie de la victime pour quantifier et évaluer les conséquences des violences subies. Cette nomenclature se divise en deux parties et deux sous-parties. À gauche, les préjudices patrimoniaux. Il s'agit des frais exposés et des pertes subies par la victime à la suite des violences qu'elle a subies. À droite, les préjudices extra-patrimoniaux. Il s'agit alors des atteintes plus personnelles. En haut, les préjudices temporaires. Ils concernent l'évaluation de tous les préjudices que la victime va subir entre les faits de violence et la date de consolidation. En bas, les préjudices permanents, il s'agit des préjudices tels qu'ils seront existants au jour de la consolidation. On considérera alors que ces préjudices vont durer toute la vie de la victime dans les mêmes conditions. Utiliser cette nomenclature va permettre d'envisager les différents aspects patrimoniaux et personnels de la vie de la victime pour être sûr d'avoir cerné l'ensemble des conséquences des violences qu'elle a subies. En conclusion, la reconnaissance de la culpabilité de l'agresseur n'est pas la fin du processus judiciaire, mais doit être le début de la reconnaissance des préjudices subis par la victime. Il y a souvent un travail important et pédagogique à faire avec les victimes sur leur indemnisation. Elles considèrent souvent ne pas vouloir d'argent, que cet argent est sale, que cet argent est lié à des faits qu'elles voudraient oublier, ce qui est parfaitement légitime. Mais cet argent est le seul moyen de reconnaître la réalité et l'importance des conséquences des faits qu'elles ont subis. C'est aussi leur donner les moyens de faire face aux suites de l'agression et de reprendre le cours de leur vie dans de meilleures conditions. Il va également falloir expliquer
aux victimes les vertus de l'expertise qui va leur permettre un véritable état des lieux, l'accompagnement de la victime par un avocat compétent en droit du dommage corporel et d'un médecin conseil de victime diplômé en évaluation du dommage corporel est fondamental pour limiter le risque de survictimisation, mais également pour assurer à la victime la meilleure indemnisation possible à la suite des faits qu'elle a subis. En cas d'aggravation ultérieure de l'état de santé de la victime, il sera toujours possible de rouvrir le dossier pour obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de cette aggravation. Néanmoins, lorsque l'indemnisation initiale a été forfaitaire sans expertise, il sera plus difficile de rapporter la preuve de cette aggravation et de l'étendue de cette aggravation, puisque nous ne pourrons alors pas nous appuyer sur une expertise faite au moment des faits, permettant de comparer deux situations à deux moments donnés. Ici encore, si le processus indemnitaire initial a été fait dans le respect du principe de réparation intégrale et d'appréciation in concreto du préjudice de la victime, alors les droits de la victime seront mieux préservés en cas d'aggravation de son état de santé dans l'avenir et donc d'aggravation de ses préjudices.